Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Je vous raconte. Aujourd'hui, je vous raconte la conjuration des égaux et Gracchus Babeuf. Depuis qu'il y a des sociétés civiles, le plus bel apanage de l'homme est sans contradiction reconnu, mais n'a pu encore se réaliser une seule fois. L'égalité ne fut autre chose qu'une belle et stérile fiction de la loi. Aujourd'hui, qu'elle est réclamée d'une voix plus forte, on nous répond « Taisez-vous, misérables. L'égalité de fait n'est qu'une chimère. Contentez-vous de l'égalité conditionnelle. Vous êtes tous égaux devant la loi. Canaille, que te faut-il de plus ?» Ce qu'il nous faut de plus, législateurs, gouvernants, riches propriétaires, écoutez à votre tour. Nous sommes tous égaux, n'est-ce pas ? Ce principe demeure incontesté, parce qu'à moins d'être atteint de folie, on ne saurait dire sérieusement qu'il fait nuit quand il fait jour. Eh bien, nous prétendons désormais vivre et mourir égaux, comme nous sommes nés. Nous voulons l'égalité réelle ou la mort. Voilà ce qu'il nous faut. Et nous l'aurons, cette égalité réelle, à n'importe quel prix. Malheur à qui ferait résistance à un vœu aussi prononcé. La Révolution française n'est que l'avant-courrière d'une autre révolution bien plus grande, bien plus solennelle, et qui sera la dernière. Le peuple a marché sur le corps au roi et aux prêtres coalisés contre lui. Il en fera de même aux nouveaux tyrans, aux nouveaux tartuffes politiques assis à la place des anciens. Vous venez d'entendre un extrait du Manifeste des égaux rédigé en 1796 par Sylvain Maréchal, manifeste diffusé dans le cercle de Gracchus Babeuf. C'est le texte programmatique de la conjuration des égaux dont nous allons parler maintenant. Ce manifeste part d'un constat. La Révolution française a proclamé l'égalité en droit, mais elle a laissé subsister de profondes inégalités sociales. Le manifeste des égaux affirme la nécessité d'une égalité réelle fondée sur la suppression de la propriété privée et la mise en commun des biens. Il y a écrit dans ce manifeste également « Plus de propriété individuelle des terres. La terre n'est à personne. Nous réclamons, nous voulons la jouissance communale des fruits de la terre. Les fruits sont à tout le monde. » Autrement dit, dans cette optique, la révolution n'est donc pas finie. Il faut pour cela aller vers l'instauration d'une société où les richesses seront partagées équitablement entre tous les citoyens. Mais au fait, où en sommes-nous de la Révolution française en cette année 1796, après 7 années d'événements de tous ordres ? Eh bien, nous sommes dans les premiers temps du Directoire, c'est-à-dire le régime en place en France de 1795 à 1799. Ce régime, rappelez-vous, nous lui avons consacré un podcast, s'installe progressivement après la chute de Maximilien Robespierre en juillet 1794. Le Directoire est un régime jugé instable parce que attaqué par les néo-jacobins d'un côté et par les tenants du retour à la monarchie de l'autre. Ainsi, le Directoire vit dans la peur de ses ennemis, ce qui l'amène, parfois, à gouverner par des mesures d'exception. À cette instabilité politique s'ajoutent des contraintes majeures. La poursuite de la guerre, qui mobilise les ressources, et des difficultés économiques persistantes. En ces premiers temps du Directoire, les inégalités sont flagrantes. Les contrastes sociaux deviennent de plus en plus visibles. À côté de formes nouvelles de richesse, parfois ostentatoires, subsiste une pauvreté profonde. Il y a, selon l'expression qui trotte à l'époque, il y a d'un côté les ventres creux et de l'autre les ventres dorés. Ce contraste n'est pas accidentel et résulte de décisions, de choix politiques. Depuis les débuts de la Révolution, la pauvreté n'est pas disparue, elle s'est parfois aggravée dans les villes. À cela, il y a quelques explications. D'abord,
dans les années qui nous concernent, il y a la fin de l'assignat et le retour du paiement en espèces début 1796. Et cela entraîne une désorganisation économique profonde. Le retour au numéraire pénalise les plus pauvres qui manquent de liquidité. Disons aussi que l'inflation des années précédentes a ruiné une partie des petits revenus fixes. À Paris, les ouvriers, les journaliers, les petits employés vivent difficilement. Le prix du pain, quand on en trouve, reste une préoccupation centrale. Précisons aussi que les moissons de 1794-1795 ont été mauvaises et que l'hiver 95-96 est le plus dur de toutes les années révolutionnaires. Sur un plan plus politique et social, disons que les anciens sans-culottes, très actifs en 1792, 93 ou encore 94, sont désormais marginalisés. Ils sont brisés politiquement depuis 1795. Nous vous dirons pourquoi. Ainsi, la révolution qui s'était faite au nom du peuple et avec le peuple semble désormais se poursuivre sans lui. Concernant la population, les rapports de la police parisienne parlent d'un mauvais état d'esprit. Face à cette pauvreté que nous venons d'évoquer, une autre France est apparue. La France de ceux qui s'enrichissent, et souvent très vite. D'où vient cet enrichissement ? Il vient notamment de la vente des biens nationaux, de la spéculation et de la guerre. Les biens nationaux sont en vente depuis 1789, les biens du clergé puis des immigrés. Et ces ventes s'accélèrent dans les années 90. Et qui achète ? Eh bien, ceux qui disposent de liquidités, les bourgeois, les spéculateurs. Résultat, eh bien, la propriété se concentre et l'accès en est limité pour les plus pauvres. Sur le plan économique général, disons que la spéculation monétaire et commerciale va bon train. La période révolutionnaire est marquée par une instabilité économique constante. Et certains en profitent. Ils achètent des biens à bas prix pendant les crises, puis les revendent avec profit lors des stabilisations. Et puis certains spéculent aussi sur les assignats. Pour décrire cette économie du temps du Directoire, l'historien François Furet parle d'une économie de circonstance, une économie opportuniste. Ce qui compte, c'est la rapidité. La guerre est également source d'enrichissement. Commencée en avril 1792, 4 ans avant les faits qui nous concernent, la guerre continue sous le Directoire. La guerre crée des marchés publics, des contrats d'approvisionnement et elle offre des opportunités de profit forcément. Et certains fournisseurs de l'armée réalisent des gains importants. Il apparaît donc une nouvelle élite économique qui est fille de la Révolution. Et il faut noter que cette élite, cette caste de nantis et d'opportunistes, ne cache pas sa réussite, elle l'affiche. Ce luxe ostentatoire frappe les contemporains. C'est le temps du retour des salons mondains, des fêtes, des vêtements extravagants, le temps des incroyables et des merveilleuses. On peut voir aussi dans ce luxe tapageur un mélange de provocation et de messages politiques. Cette frénésie de débauche est une réaction contre l'austérité de l'an 2, contre la vertu imposée, contre la rigueur robespierriste. Nous sommes, semble-t-il, passés d'une morale de la contrainte, comme l'écrivent certains historiens, à une culture du plaisir. Enfin, du moins pour ceux qui en ont les moyens. Sur les Champs-Élysées et dans les jardins du Palais Égalité, les salles de jeu, les tripots et les cafés ont réouvert. À la veille du tragique hiver 94-95, on peut lire, dans le Messager du soir du 22 novembre 94, « Les grâces et les ris que la terreur avait mis en fuite sont de retour à Paris. Nos jolies femmes en perruques blondes sont adorables. Les concerts, tant publics que de société, sont délicieux. » C'est aussi le temps des salons,
celui de Madame Tallien, Teresa Tallien, surnommée Notre-Dame de Thermidor. Cette coexistence entre misère et richesse crée une tension profonde entre ces deux mondes qui se côtoient. Nous avons un monde populaire fragilisé, appauvri, exclu du jeu politique, qui vit dans la peur du lendemain, et un monde bourgeois, enrichi, visible, influent, puisque la noblesse, elle, est partie, ou alors elle se cache. François Furet écrit à propos de la bourgeoisie qu'elle est libérée de l'arrogance aristocratique depuis 1789, mais qu'elle est séparée du peuple depuis 1792. La bourgeoisie a peur des mouvements populaires et elle rejette ces revendications sociales. Dans ce contexte, toujours, le sentiment de classe prédomine. La situation économique et financière favorise le ressentiment des pauvres. Et donc, les souvenirs de la grande époque de l'an 2 s'en trouvent magnifiés. Dans cette situation, des questions se posent, ou du moins porte-t-on un regard nouveau sur la Révolution. On constate en effet qu'elle n'est plus portée par une dynamique égalitaire radicale. Avec le Directoire, elle est bien entrée dans une phase de stabilisation, mais au prix d'un rétrécissement social et politique. Alors certes, l'égalité civile est maintenue, mais l'égalité sociale recule et la participation populaire se réduit. C'est dans ce contexte que se forme, avec Babeuf, la Conjuration des égaux en 1796, 2 ans après la chute de Robespierre et 3 ans avant la chute du régime en 1799. Disons dès à présent que, pour certains historiens, la conjuration de Babeuf ne constitue pas un événement majeur sur le moment. L'importance de l'événement va se situer, nous le verrons, sur un autre champ. La conjuration, en effet, ne met pas réellement le pouvoir en danger. D'ailleurs, son écho, plutôt faible dans nos mémoires, suggère qu'il ne s'agit pas d'un moment central de la Révolution, contrairement aux événements immenses des années 89, 92 ou 93. Certains historiens portent un regard aussi réservé ou nuancé sur Gracchus Babeuf. Ils ne voient pas en lui un grand théoricien, un grand penseur comparable, notamment à Sieyès ou au jeune Suisse Benjamin Constant qui écrit sur la Révolution. Babeuf a certes écrit des articles et des textes politiques, notamment dans les journaux comme le Tribun du Peuple. Il dénonce les inégalités sociales, il critique la propriété privée et il défend une égalité réelle au-delà de l'égalité juridique. Et cela nous renvoie donc au manifeste du début du podcast. Des historiens trouvent aussi sa pensée moins structurée, moins élaborée théoriquement. Disons qu'avec Babeuf, on aurait plus affaire avec une radicalisation politique qu'à un système intellectuel construit. Mais, ces réserves étant émises, il faut dire que Babeuf, et donc ce qu'on appellera le babouvisme, dépasse largement l'épisode de cette conspiration de mai 1796. Disons-le dès à présent, le babouvisme constitue une matrice politique durable. En effet, Babeuf inaugure une tradition, celle de penser que la révolution est inachevée et qu'il faut en appeler à une égalité sociale radicale. Cette tradition va se prolonger dans les courants socialistes du XIXe siècle, puis dans les mouvements révolutionnaires du XXe. Et ce n'est peut-être pas fini. Avant de poursuivre, je vous propose de vous donner quelques informations biographiques concernant Babeuf. François-Noël dit Gracchus Babeuf est né en 1760 à Saint-Quentin, dans le département de l'Aisne. Son père est employé comme manœuvre aux fortifications de la ville. À propos de sa naissance, Babeuf écrit en 1793 « Je suis né dans la fange. Je me sers de ce mot pour exprimer fortement que j'ai reçu l'être sur les durs degrés de la misère, par conséquent sur les premiers degrés du sans-culottisme. » Babeuf travaille comme terrassier au canal de Picardie, puis entre en tant que clerc chez un notaire feudiste. Là, Babeuf est initié au droit féodal et à l'arpentage.
En 1781, à 21 ans, il s'établit arpenteur à son compte à Roye, dans la Somme, et épouse la domestique d'un châtelain qui l'employait. Babeuf devient spécialiste du droit féodal. Il écrit en 1795 « Ce fut dans les poussières des archives seigneuriales que je découvris les affreux mystères des usurpations de la caste noble. » Il acquiert une expérience directe de la paysannerie picarde. Il prend conscience de ses problèmes et de ses luttes. Babeuf a travaillé également pour le compte du prieur de Saint-Aurin près de Roye, prieur selon lui gonflé d'orgueil et hyperboliquement cupide, cherchant à tout absorber aux alentours, en ne laissant, je les cite encore, en ne laissant aux habitants déjà fort maltraités que les yeux pour pleurer. Parlant de lui-même à la troisième personne, Babeuf ajoute « Il gémissait à toute heure de voir par la perpétuité des abus consacrés la paresse, la mollesse et la débauche vivre grassement de ce qu'elle prélevait sous 1000 formes sur la sueur des malheureux habitants de la campagne. Ne pouvant refaire un monde qu'il avait trouvé tout fait, jeté dans le monde de l'injustice par des traditions sottement respectées, il se bornait à constater de la manière la plus stricte ce qui devait être obligatoire aussi longtemps qu'une révolution n'aurait pas, au nom de l'équité, frappé de mort toutes les usurpations. » Au cours des années qui précèdent la Révolution, Babeuf réfléchit déjà à une forme de communauté de travail dans des fermes collectives. Il rédige, nous l'avons dit, des opuscules dans lesquels il conçoit un vaste plan de réforme fiscale et agraire. Au printemps 89, il participe à la rédaction du cahier de doléances de la communauté. Il propose l'abolition des fiefs, la suppression du droit d'aînesse, mais il ne parvient pas à promouvoir le remplacement des impôts par une contribution unique. Il n'arrive pas à imposer non plus le principe de l'instruction obligatoire. Quand il apprend la prise de la Bastille, débordant d'enthousiasme, il part s'installer à Paris. C'est là, en octobre 1789, qu'il publie un plan de réforme fiscale sous le titre « Cadastre perpétuel ». Il préconise l'égalité fiscale et des secours publics pour l'aide aux pauvres. Son action se solde par un échec. De plus, il connaît des difficultés matérielles et il doit retourner dans la Somme. De retour, Babeuf devient le porte-parole d'une population survoltée. Il présente des projets fiscaux qui inquiètent. L'Assemblée constituante ordonne une enquête qui aboutit à son arrestation. Il est transféré à Paris. Il est emprisonné au Châtelet, mais il est libéré, semble-t-il, grâce à l'intervention de Marat. En prison, Babeuf décide de devenir journaliste, puis essaie de se faire élire au sein de la municipalité de Roye. En octobre 1790, il lance son propre journal, le Correspondant Picard, journal dans lequel il s'insurge contre le suffrage censitaire. Le journal est contraint à la disparition quelques mois plus tard, mais Babeuf continue à se mobiliser aux côtés des paysans et des ouvriers picards. Jugé dangereux, il est incarcéré à Roye en avril 1991. Sorti de prison, il entre au Conseil général de la Somme, puis devient administrateur de district à Montdidier. En janvier 1993, il est compromis dans une affaire de faux en écriture. Il est rayé définitivement des cadres politiques. Il doit s'enfuir pour échapper à la justice. Il va à Paris. À Paris, il devient, pendant quelque temps, le secrétaire de Fournier l'Américain. C'est un meneur sans culotte, qualifié de brute sanguinaire, qualifié de fou par Jules Michelet. Puis Babeuf trouve un emploi de secrétaire à la commission des subsistances de la commune de Paris. Mais condamné à 20 ans de prison, il est incarcéré le 14 novembre 1993. En février 1994, en prison, il écrit à son fils de 9 ans à propos de l'égalité. Il écrit « Cette égalité si précieuse, dont la sublimité du principe t'a frappé, c'est ma morale, c'est la religion de ton père, c'est sa constitution, sa loi, c'est l'objet de toutes ses affections. Et il pense que, tant que les hommes ne seront pas arrivés à adopter ce système, il n'existera parmi eux ni paix, ni bonheur, ni justice. »
Babeuf sort de prison fin juillet, le 18 juillet 1794. Au lendemain du 9 Thermidor en Neu et de la chute de Maximilien Robespierre, Gracchus Babeuf prend la direction d'un journal de la liberté de la presse qui devient, en octobre 1794, le tribun du peuple. À la suite d'un article contre Jean-Lambert Tallien, il est de nouveau incarcéré le 7 février 1995 pour, je cite, « provocation à la rébellion, au meurtre et à la dissolution de la représentation nationale ». Cet enfermement dure plus de 8 mois. Il fréquente différentes prisons, dont celle d'Arras, et cet emprisonnement joue un rôle décisif dans son évolution. Sa pensée égalitaire se radicalise. En prison, il rencontre plusieurs figures qui compteront dans la future conjuration. Filippo Buonarroti, Germain, Baudson, Fiquet, Massard. Filippo Buonarroti est issu d'une grande famille pisane. Buonarroti est un intellectuel nourri de la philosophie des Lumières. C'est un fidèle robespierriste, naturalisé français en 1793. Il est l'auteur d'un ouvrage sur Babeuf et la conjuration des égaux, ouvrage qui constitue, nous en parlerons, une source essentielle sur le babouvisme. Ramené à Paris, Babeuf est libéré en octobre 1795. Entre-temps, Babeuf a pris le nom de Gracchus Babeuf. Gracchus en hommage aux Gracques, ces deux frères initiateurs d'une réforme agraire à Rome au IIe siècle avant Jésus-Christ. Babeuf reprend son activité de journaliste et décide de passer à l'action politique. Le 30 novembre 1795, il publie un retentissant manifeste des plébéiens où il prône la propriété collective des terres. Ce texte s'achève ainsi. Que cet écrit soit le signal, soit l'éclair qui ranime et revivifie tout ce qui eut autrefois de la chaleur et du courage, tout ce qui brûla d'une flamme ardente pour le bonheur public et la parfaite indépendance. Que le peuple y prenne la véritable idée de l'égalité, qu'il renverse toutes ces anciennes institutions barbares et qu'il y substitue celles dictées par la nature et l'éternelle justice. Que les malheureux répondent enfin à leurs agresseurs. Les théories babouvistes sont soutenues par le Club du Panthéon, qui regroupe d'anciens jacobins partisans eux aussi d'égalité. Inquiet de ces idées subversives qui courent dans la capitale, le directoire fait fermer le club qualifié d'antre de brigands. Il le fait fermer le 27 février 1796. Le directoire se méfie donc de quelque chose. Son pouvoir, son autorité, ne serait-elle donc pas solidement installée ? Est-ce que le directoire court un risque ? Nous consacrerons la seconde partie de notre podcast à la conspiration et son échec. Nous tenterons de voir également quel est l'héritage laissé par Babeuf et les siens. Je vous raconte s'achève, merci de votre écoute et à tout de suite ou à plus tard pour la seconde partie de notre podcast consacrée à la conjuration des égaux.